Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de retrouver la prochaine invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Véronique Guicheret et elle va nous parler de broderie de raffia. Bonsoir Véronique. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Mais oui, moi aussi, plaisir partagé. Eh ben écoutez, en tous les cas, on va parler d'une discipline assez originale, la broderie de raffia. Alors c'est vrai que c'est pas forcément très connu, mais justement, grâce à vous, on va découvrir tout ça. J'ai évidemment plein de questions à vous poser, mais pour commencer, depuis combien de temps avez-vous la fibre artistique? C'est le cas de le dire. Alors je pense que c'est un don qui, dès le berceau, hein, j'ai toujours eu des capacités, des facilités, on va dire, en termes de dessin, de création, de bricoler un truc, de faire un costume, depuis toujours en fait. Peut-être une hérédité familiale. Et puis au fil des années, je faisais ce qu'on appelait avant les loisirs créatifs, les travaux manuels. J'ai toujours exploré par moi-même, en même temps que participer à des activités dans des centres culturels, dans des MJC, dans des choses comme ça avec mes parents. Et puis peut-être aussi pour nous qui sommes un peu plus vieux, on voyait nos grands-parents aussi énormément travailler de leurs mains. Et là, en vous parlant, je me dis que peut-être même les anciens faisaient de la broderie avec du raffia. Ça me rappelle quelque chose de lointain, mais pas comme moi je le fais. Donc on n'invente jamais rien, hein. Mais par contre, j'ai été baignée dans ce genre d'activité tout autant que j'étais douée pour ça. Donc en fait, c'est une voie que vous suivez depuis déjà de très longues années. Oui, oui, tout à fait. Après le bac, bon, j'ai fait une tentative par des études plus traditionnelles pour faire plaisir à mes parents. Et puis en fait, j'avais vraiment trop de capacité et puis ça transpirait. Donc je suis passée par les beaux-arts et les arts appliqués, par un métier plus raisonnable avec les arts graphiques, un studio de création graphique sur la région de Vichy. Et puis après 15 ans dans ce domaine-là, comme je suis très polyvalente, j'étais amenée à plus aller sur les décors, les costumes, ces choses-là, la décoration d'intérieur aussi. Et bon an mal an, ça m'a pris 30 ans de ma carrière jusqu'au Covid. Alors avant le Covid, je m'étais investie avec le Roi de l'Oiseau, puis en Velay, tous les amis bénévoles qui font vivre cette fête en septembre au Puy. J'invite tout le monde à aller là-bas. Et j'avais commencé de faire quelques costumes avec des matériaux un peu naturels, puisqu'on est Renaissance, voire Moyen-Âge. Donc ça m'intéressait de travailler des choses qui ressemblent à ce qu'on voyait sur certaines gravures chez certains peintres. Et c'est là du coup que vous avez décidé de tisser des liens avec le raffia en fait. Oui, voilà. Alors donc j'avais fait un test sur un élément d'un costume. Et puis le Covid est arrivé, et là, plus de travail, plus de projet, plus rien en perspective, hein, parce que ce soit les arts de la scène ou la décoration, les commerces, enfin tout s'est arrêté. Donc je me suis retrouvée avec beaucoup de temps, peu de moyens. Donc le raffia était dans un coin de ma tête, et donc j'ai exploré. Alors là, je pense que j'ai ouvert des vannes, et depuis, ça ne s'est plus jamais refermé. Parce que ce que j'utilise demande peu de moyens matériels, ça coûte très peu cher. Par contre, ça demande beaucoup de temps. Et puis moi, j'ai inventé par contre mon propre savoir-faire. C'est-à-dire que si vous voyez mes travaux, vous ne pouvez pas imaginer qu'il faut juste du carton, une aiguille et du raffia. Alors justement, vous parlez de carton, de fil et d'aiguilles. Parlez-nous maintenant un petit peu de ce à quoi peuvent servir ces différents éléments et surtout de comment fonctionne la broderie de raffia. Alors, au départ, l'élément principal, c'est du carton, c'est des intercalaires de palettes de boissons. Dans les supermarchés, quand les boissons sont présentées en palettes, le lait, l'eau, tout un tas de boissons, entre chaque strate, entre chaque étage de bouteille, il y a ce qu'on appelle un intercalaire. C'est un carton micro-cannelé, c'est-à-dire que c'est un carton qui a 3 feuilles de papier kraft, une dessus, une dessous, et au milieu, on voit des petites vagues. Quand il y a beaucoup d'épaisseur, on voit plusieurs petites vagues. Ça peut servir à faire des meubles en carton. Il y a eu une grande période, une grande mode. Donc moi, j'utilise que celui qui a une seule couche. Et ça, c'est très important parce que, en fait, c'est un carton qui est à la fois fragile et solide. Moi, ça me permet, quand je fais mes trous, quand je vais transpercer, je vais vous expliquer comment, de ne pas avoir quelque chose qui se découpe, où on aurait une sorte de pointillé, et puis hop, ça s'arracherait. Le fait que la vague au milieu, la microcannelure, soit de biais par moment, ça donne en fait beaucoup de possibilités, et puis aussi, ça me permet de ne pas rester à plat. Donc je prends ce carton, il me faut une aiguille qui pique, mais qui a un chat assez grand. Enfin, c'est une aiguille assez traditionnelle qui n'a pas de spécificité. Et le raffia que j'achète en jardinerie, en supermarché, qui est en fait une matière qui vient pour le jardin.
Donc c'est pas une fibre, c'est pas quelque chose qui est tourné, c'est une feuille d'un palmier, c'est une lanière en fait le raffia. C'est imputrescible, ça supporte l'humidité. Et ça, ce côté paille, naturel, rotin, avec la différence que c'est souple, donc que ça laisse beaucoup plus de facilité et de possibilités que la vannerie. D'accord, oui, c'est un matériau qui a beaucoup plus d'avantages en fait. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup plus de liberté parce qu'en fait, quand je vais patronner, donc moi j'ai cette facilité de pouvoir inventer mes formes à volonté. Contrairement, je ne sais pas si je me lançais dans le bustier d'une robe de mariée, admettons, il me faudrait les moyens d'acheter le tissu, il faudrait le patronage. Là, je moule mes formes avec, par exemple, de l'albal, c'est une fibre étirable. Donc je vais faire mon patronage du volume, je vais dessiner mon patron et je vais le reporter sur le carton. Et après, donc, je vais faire un travail, j'enfile mon raffia sur l'aiguille, et moi, j'ai mis au point des points particuliers en ne me dispersant pas pour qu'il y ait une lisibilité, pour qu'on sente un motif. Donc, bon, c'est très difficile de comprendre ce dont je parle sans le voir, mais à l'arrivée, on voit une sorte d'armure où on ne sait pas en fait. C'est une invitation à un voyage. On ne sait pas si c'est quelque chose qui vient d'une exploration lointaine qu'on a ramené et qui serait dans un musée comme le Quai Branly à Paris qui collecte des éléments de tribus lointaines. Et le résultat est un peu mystérieux. On a une invitation au voyage. Et pendant le Covid, on avait vraiment besoin de s'évader, de voyager. Donc moi, ça m'a permis de partir dans des choses sans limite, avec du temps. C'est très long, hein, mais toutes les personnes qui travaillent de leurs mains savent qu'il faut du temps. Et puis avec le côté créatif de l'esprit et de l'imagination, sans limite véritablement. Alors du coup, on a parlé un petit peu du processus, de la manière dont ça fonctionnait. Et maintenant, on va parler un petit peu de vos créations en elles-mêmes. Alors du coup, quels sont les objets que vous créez grâce à la broderie de raffia? Ce sont principalement des costumes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça? Oui, en fait, il y a un déroulement logique par rapport en fait à l'évolution de ma technique. Au tout début, j'ai fait ce premier test avec un élément de costume. Et puis, j'ai croisé la route d'une jeune femme. C'était à la fête de la Récup à Vichy, où j'avais exposé tout un tas de costumes qui étaient faits en tapis de mousse, en plein d'autres matériaux de ma vie d'avant, on va dire. Et il y avait donc ce costume médiéval. Et cette jeune femme allait prendre une responsabilité, enfin un nouveau travail à la Fondation Le Pal Nature. Donc j'invite tout le monde à aller voir les actions de la Fondation Le Pal Nature. Et elle a tout de suite tilté sur ce matériau. Et avec elle, en fait, pour mettre en valeur cette fondation, j'ai commencé par des masques animaliers que j'appelle mon bestiaire. Donc il y a des tigres, des singes, des loups, voilà, c'est tout un tas d'animaux, mais comment dire, c'est portable. C'est un masque comme un carnaval vénitien où on aurait cet esprit animal, mais tout avec ce raffia qui donne ce côté plus brut, plus naturel, donc plus tribal. Et de fil en aiguille, comme vous l'avez si bien dit, ce côté tribal, je l'ai pas, comment dire, je l'ai pas choisi. Ça m'a conduit, alors peut-être des aventures ou des vies antérieures pour certains, parce que vraiment mon travail est imprégné de cet esprit de tribu. Alors on est en Égypte, ou on est chez les Incas, ou on est en Afrique. Ça, après, ça parle à chacun. Et donc j'ai continué, et donc je fais donc des masques, des plastrons, des costumes entiers. En ce moment, vous pouvez retrouver une scénographie avec une légende, donc un héros, une princesse à la forteresse royale de Chinon. Ça sera jusque début mars. Et en fait, ça n'a pas vraiment de limite, à part ma patience, hein, parce que là, je me suis lancée une armure entière, je vais passer 200-300 heures sur ce travail-là. Ah oui, quand même, 200 ou 300 heures. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, on ne voit plus le temps filer, hein, c'est le cas de le dire. Oui, si quelqu'un, là j'ai eu l'occasion de faire des petits tutoriels pour Noël d'une petite déco dans un arbre, une petite lune, une petite étoile, il vous faut bien 1 heure, 1 heure et demie. Mais encore une fois, les gens qui travaillent de leurs mains vont pas être étonnés. Et puis, il faut penser quand vous voyez les choses, même si ça vient de Chine très loin, il y a quand même quelqu'un qui a passé du temps. C'est pas tout mécanique. Et dès lors qu'on fait de ses mains, il faut du temps. Et alors du coup, on a parlé un petit peu de thématiques, mais alors en termes de couleurs, est-ce qu'il vous arrive parfois de varier un petit peu les plaisirs, ou est-ce que vous restez sur la couleur traditionnelle du raffia? En fait, ce qui se passe, c'est que venant justement de choses très artificielles, très colorées, parce que j'ai dû patiner, colorer à l'acrylique, j'ai limité et je vais plutôt enrichir de végétaux, c'est-à-dire que j'ai une amie, Pascale, que je salue au Maillet de Montagne, qui me donne tout ce qu'elle peut récolter dans son jardin, donc des physalis,
de l'eucalyptus, d'écosse aussi de glycine, du roseau. Et en fait, mon but, c'est plutôt de donner l'impression que j'utilise des perles, de la fourrure, des plumes, mais tout est végétal. Et peindre le raffia, on a l'impression d'un vulgaire morceau de plastique. Donc soit on travaille des matières qu'on recycle et qui arrivent du tissu, du plastique, mais à partir du moment où j'ai un matériau noble qui a demandé quand même beaucoup de travail, hein, on a coupé ses lanières dans une feuille de palmier, on a enlevé la pulpe, on l'a fait sécher, ça arrive de Madagascar ou d'Afrique. Pourquoi aller en fin de compte dégrader ou abîmer cet effet naturel? Donc moi vraiment je reste sur le naturel, et c'est parce que c'est naturel qu'on a l'impression, enfin qu'on est perdu, on ne sait pas si c'est contemporain, si c'est ancien, voire si c'est très très ancien et d'où ça vient. Et ça donne tout le charme de vos créations. Alors, d'où viennent vos idées de création? Est-ce qu'il s'agit de choses qui sont improvisées, qui viennent de vos expériences personnelles, ou alors peut-être d'idées que vous trouvez à droite et à gauche? Alors au départ, quand j'ai commencé pour le médiéval, j'ai regardé un peu et des choses, et bien ça fait tilt. Pour les animaux, j'ai aussi essayé de voir pour me rapprocher de certains animaux, évidemment. Mais en fait, le propre d'un artiste ou d'un créateur, c'est... On est imprégné forcément de la culture et des choses qui nous ont traversées, qu'on a rencontrées, mais en fait, notre force, c'est d'être justement imaginatif et inventif. Donc, je dirais même que je m'oblige à surtout pas aller voir ce que faisaient les Incas, les Indiens ou les Égyptiens pour laisser venir. Et parfois même, je commence en faisant un collier qui finit en coiffe. C'est-à-dire que beaucoup de mes créations peuvent être portées dans un sens ou dans l'autre. Donc moi, justement, je contrarie tout ce qui a pu être ma vie d'avant, très raisonné, très recherché, très cadré, et je laisse venir et je laisse l'inspiration filer. D'accord, donc vous ne souhaitez pas vous inspirer finalement de quelque chose, vous préférez rester sur ce qui vous vient dans votre esprit directement. Tout à fait. Et bizarrement, pour autant, ça paraît très inspiré d'eux. Parce que forcément, beaucoup de gens vont trouver, mais alors là, l'avantage, c'est qu'en fonction de qui on est, de ce qu'on a vécu, ce à quoi ça vous fait penser peut être multiple. Alors je me rends compte que ça fait pas peur, que ça fait souvent au contraire plaisir, que ça fait du bien et que ça invite à ce voyage-là. J'ai rarement trouvé de réaction répulsive à ce que je fais. Alors que quand je dis je fais du tribal ou il y a un côté qui branlit, bon, ça peut être un petit peu impressionnant. Mais ça reste impressionnant, je pense, parce qu'on sent le travail qu'il y a dedans. Mais il faut le voir en fait, il faut le voir pour comprendre ce dont je parle, je pense. Et alors, est-ce que vous avez déjà essayé de combiner d'autres techniques avec la broderie de raffia? Alors ça se marie forcément avec autre chose, puisque par moments ce ne sont que des morceaux, des accessoires. Là, entre autres, sur une scénographie, j'ai fait de l'or craquelé parce que c'est quelque chose aussi qui m'intéressait, avec des éléments plus modernes. Mais sur mes costumes, vraiment, ou sur ces masques, j'utilise un autre procédé, j'appelle ça la momification, qui reste dans ce côté tribal. C'est toujours du carton, travaillé autrement. Et quand on le voit, on ne sait pas si c'est du cuir, du bois. C'est-à-dire que moi, le côté du trompe-l'œil ou de l'illusion m'intéresse beaucoup. Que des petits, des grands pensent que c'est très compliqué, que ça vient de très loin, et qu'en fin de compte, non, c'est quelque chose d'ici avec un savoir-faire, certes qu'il faut connaître, mais qui est tout à fait, enfin comment dire, que tout le monde peut développer ou peut apprendre. Donc ça, c'est intéressant. Donc cette momification, cet effet cuir, petite bandelette, ça, je l'ai sorti. Parfois l'or, la feuille d'or craquelée. Mais rien de plus. Le raffia, les végétaux, l'or craquelé et cet effet de momification. D'accord, oui, c'est un univers quand même bien particulier pour le coup, hein. Oui, 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 tout à fait. Mais écoutez, il faut changer, il faut surprendre. Oui, et puis ça fait également votre charme, puisque vous avez des créations bien à vous qu'on a du mal à trouver ailleurs. Alors du coup, quelles sont les créations les plus extravagantes que vous ayez pu faire avec la broderie de raffia? C'est le fait de partir petit et de continuer très grand. C'est-à-dire que je suis passée d'un grand bec à un masque. Là, je viens de faire un chevalier en armure et une princesse végétale entière et qui font quasiment 2 mètres 20 de haut. Pour une galerie qui expose mon travail, là je viens de terminer, j'ai passé un mois sur une sorte de grand totem dans l'esprit des kimonos qui sont exposés à plat contre les murs avec un boa de feuilles, enfin de petits lampions de savonnier. Je ne connaissais pas le savonnier, c'est comme les physalis, c'est des petits lampions. Donc cet ensemble-là doit faire presque 3 mètres. Donc je me lance surtout dans des pièces de plus en plus grandes, mais je reste dans cet univers masque, coiffe, vêtements, personnages. C'est-à-dire que je ne suis pas partie
Alors, je viens de faire un dragon de 10 mètres de long, mais lui, il était en carton sans le raffia, juste avec le carton, l'or craquelé. On D'accord. tourne quand même dans ces matériaux, mais si on ne parle pas du raffia, effectivement, ce dragon fait 10 mètres de long. Donc voilà, ça c'est peut-être le truc le plus grand actuellement. Pas dans ma vie, hein, j'ai fait des choses plus dingues avant, mais sur ce parcours-là, j'en suis là. Je ne sais pas où je vais. Mais c'est Bon, quand je sais même pas. énorme, hein. C'est des créations qui sont Oui, vraiment gigantesques. et oui, mais à partir du moment où je récupère mon carton, donc zéro, le raffia, une bobine de 50 grammes doit faire 1 euro, 2,50 €. Donc en coût de matière, déjà, j'ai cette liberté-là. Alors après, il se trouve que ma vie s'étant arrêtée et que je la dévoue à cette passion en attendant de voir où elle m'amènera, j'ai beaucoup de temps. Donc en tout cas, je mets tout mon temps là-dedans. Donc après, moi, j'ai pas trop de limites sur le côté hors norme, puisque je suis moi-même un peu hors norme. Donc voilà, on est dans mes normes à moi, on va dire. Oui, après tout, vous avez totalement raison de pratiquer cette activité. En soi, comme vous venez de le dire, vous avez du temps, ça ne vous coûte pas cher. Oui, vous n'avez pas besoin d'être rapia sur le raffia, ni même sur le carton, car c'est grâce à lui que vous cartonnez, hein, pour le coup. Bon, enfin bref, en tous les cas, bien souvent, les artistes et les artisans cherchent à faire passer des messages à travers leur création. Du coup, est-ce qu'il s'agit également de votre cas? Oui, alors il y avait, alors comme on était, faut bien remettre, c'est vrai qu'on oublie vite, hein, mais cette période du Covid où il y avait quand même une déshérence importante. Donc moi je voulais adresser un message déjà premier aux gens qu'on n'a pas forcément besoin de moyens pour faire des choses extraordinaires, pour faire rêver, pour faire du bien. Donc ça c'était très important. Qu'un enfant, il faut être créatif, on peut développer des savoir-faire extraordinaires avec des choses ordinaires. Un ami me disait souvent que moi je suis extraordinaire en 2 mots. Donc voilà, ça c'était aussi un message un petit peu d'espoir. Après je porte avec ces expositions et entre autres le bestiaire, la mise en valeur de cette fondation Le Pal Nature. Ça me tient à cœur parce qu'elle œuvre pour les animaux aussi bien chez nous, ici dans nos régions, les abeilles, les oiseaux, que loin. C'est vraiment tout l'argent récolté va pour soutenir des gens qui sont dédiés aux animaux. Et puis le message, c'est ça, vraiment être créatif avec ce qu'on a sous la main. Ne pas vous dire, bah moi toute ma vie, je me suis dit je ne pourrais pas parce que je n'ai pas les moyens. C'est vrai que j'ai eu des idées assez folles, inspirées par le monde sous-marin. Donc maintenant il y a Avatar qui fait ça très bien. Mais moi je n'avais pas ces moyens-là. Et là je suis heureuse de montrer des choses extraordinaires avec peu de moyens, mais ma force à moi de créativité, de savoir-faire inventer, de patience. Et voilà, la tête et les mains. D'accord, bon bah écoutez, en tout cas, vous venez de nous prouver que la réussite ne tient qu'à un fil, ou plutôt qu'à un morceau de raffia, c'est le cas de le dire. Eh bien Véronique, notre échange touche bientôt à sa fin. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des expositions qui sont prévues pour les prochains jours? Oui, ben oui, tout à fait. Alors, je suis sur Instagram et Facebook pour ceux qui sont sur les réseaux. La page plutôt qu'un contact, à la page Facebook et puis mon Instagram. Et il se trouve que on va avoir dans l'Allier mon bestiaire qui revient après être allé à la forteresse royale de Chinon au mois de mars, donc du 2 mars au 1er avril à Commentry, l'espace culturel La Pléiade à Commentry. Je vais réinstaller donc tout le bestiaire avec la fondation Le Pal Nature, plus une exposition de photos d'un de mes costumes que nous avons pris vers l'étang de Pirotte, c'est peut-être vers Bourbon-l'Archambault, quelque chose comme ça, avec des amis de Moulins. Donc il y aura une expo photo, le costume de l'expo photo qui est brodé de pistache avec des pampas, et puis tout le bestiaire avec des surprises parce que j'ai un petit peu agrandi cette famille d'animaux. Donc du 2 mars au 1er avril à Commentry, à l'espace La Pléiade, et puis sinon Instagram et puis Facebook, Véronique Guicheret, imaginatrice, puisque l'imagination est mon métier. Eh bien voilà donc de nombreuses possibilités d'en savoir un peu plus sur ce côté imaginatif comme vous le disiez si bien. Et chers amis auditeurs, si vous souhaitez voir de visu à quoi ressemble donc la broderie de raffia, je vous invite à aller sur la page Facebook de Véronique puisqu'elle est passée récemment dans l'émission Silence ça pousse sur France 5 et franchement les explications qui ont été données et surtout la vidéo en elle-même permet de découvrir parfaitement bien la broderie de raffia. Oui, voilà.
On a beaucoup parlé, mais je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien visualisé ce dont on parlait. J'espère que ça aura donné envie. Mais l'émission Silence ça pousse du 3 décembre et il y a des replays. Et sinon, moi, j'ai mis les liens sur mes réseaux. Tout à fait. Écoutez Véronique, on vous souhaite encore une fois une très belle fin de soirée. Vous revenez quand vous voulez. Et puis nous, sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de variété avant de retrouver le dernier invité de cette soirée.